Alors, voilà. Je vais probablement devoir accepter l'enregistrement. Donc, je laisse la parole à Sophie. Ok, merci. Alors, je vais partager mon écran. Hop, et en diaporama. Ça marche ou pas? Il faut que Et on a dit... Voilà, normalement, c'est bon. Et ben, merci beaucoup à Christine et Jérôme de m'avoir invité à ce dernier séminaire de l'année, si j'ai bien compris. Alors, je sais qu'on est tous chargés dans cette période, mais merci beaucoup en tout cas d'assister à cette présentation. Donc, c'est une présentation qui porte sur une enquête qui est à la fois très récente et en même temps très ancienne, puisque c'est une enquête que j'ai réalisée à la suite d'une première enquête qui était mon enquête de thèse. C'est-à-dire que j'ai revisité en fait ma propre enquête en 2020 en interrogeant donc d'anciens étudiants et étudiantes de section de techniciens supérieurs, donc STS, hein, voilà ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de l'acronyme, hein, section de techniciens supérieurs. Donc, ce sont les formations qui préparent en 2 ans au diplôme du BTS, brevet de technicien supérieur. Donc voilà, donc c'est une enquête effectivement que j'ai menée en 2020 et qui avait 2 enjeux. Donc d'abord, eh bien, travailler sur le devenir de la cohorte d'étudiants que j'avais étudié donc dans le cadre de ma thèse, donc une cohorte que j'avais suivie à partir de 2008. Donc j'avais interrogé 900 étudiants qui étaient entrés en section de technicien supérieur dans 20 lycées de Poitou-Charentes. Alors j'ai mis une petite carte normalement parce que le contexte a son importance aussi, hein. On est dans une configuration géographique et aussi institutionnelle particulière, donc région Poitou-Charentes. J'avais donc sélectionné un échantillon de 900 étudiants sur la base de l'offre scolaire en première année de section de technicien supérieur et j'avais travaillé à ce qu'il puisse y avoir eh bien, une représentativité à la fois en termes de secteurs disciplinaires, donc à la fois des STS tertiaires, des STS industriels, des STS agricoles. J'avais aussi travaillé à ce que la représentation des différents départements soit respectée et également la taille des villes accueillant donc ces formations. Donc, ce sont toutes des formations là qui sont dispensées dans des lycées, hein. Les BTS peuvent aussi être obtenus dans des écoles. Là, on est strictement dans des lycées à la fois publics et privés. Et l'intérêt de ces formations, donc de l'enseignement supérieur, c'est qu'il s'agit des formations de l'enseignement supérieur qui peuvent se trouver dans des territoires où il n'y a pas d'offres universitaires. Donc là, sur la carte, vous voyez que les sites universitaires sont encadrés, La Rochelle, Rochefort, Niort, Angoulême, Poitiers et Châtellerault, donc qui ont soit une antenne universitaire, soit un IUT. Et puis, on va avoir donc des sections de techniciens supérieurs qui vont se trouver donc dans des petites villes, des petites communes. Donc, par exemple, Melle, moins de 5000 habitants, Ruffec également, Confolens ou encore Pont en Charente-Maritime. Donc, voilà. Donc, c'est une configuration qui est intéressante, en fait, les sections de techniciens supérieurs à travailler. Donc, c'était l'objet de ma thèse. Que je rappelle aussi rapidement, hein, pourquoi est-ce que j'ai procédé par suivi de cohorte dans le cadre de ma thèse? Parce que je voulais essayer de confronter la situation française avec les travaux de Stephen Brint et Jérôme Carabel, qui avaient réalisé donc une enquête sur les community colleges aux États-Unis et qui avaient rédigé l'ouvrage The Diverted Dream, qui explique en gros comment eh bien, ces formations, ces cycles courts professionnalisants qui ont été créés à partir des années 50-60 ont été mis en place pour, en gros, eh bien, éponger, c'est très mal dit, mais en tout cas, gérer le flux important de nouveaux étudiants qui accédaient à l'université et donc faire en sorte qu'un certain nombre soient détournés vers les cycles courts. Et donc, je voulais voir si on avait une configuration similaire en France et si ces sections de techniciens supérieurs, eh bien, elles jouaient le même rôle que ces community colleges aux États-Unis.
Donc, mon protocole méthodologique, qui consistait bien à suivre ces étudiants tout au long de leur formation, 2 années de formation, et puis de les interroger successivement sur la construction de leurs aspirations et l'évolution surtout de ces aspirations en cours de formation, et puis à la fin de confronter ces aspirations avec les réalisations effectives une fois la sortie de formation produite. Donc, c'est un protocole qui s'appuie sur, au départ, 4 interrogations. Donc, on a les que vous pouvez voir ici. Donc, on a 4 questionnaires qui ont été administrés pendant la thèse. Une première interrogation donc, de ces étudiants au moment où ils entrent en première année, donc en 2008. Je les ai interrogés une nouvelle fois en début de deuxième année, donc en 2009, pardon. Alors, j'ai forcément une perte d'étudiants entre la première et la deuxième interrogation, un phénomène d'attrition assez classique dans les enquêtes longitudinales. Alors là, qui s'explique pour partie par le fait qu'un certain nombre ont abandonné en fait la formation entre la première et la deuxième année. Donc, il montre aussi que l'abandon n'est pas un phénomène strictement universitaire, mais concerne aussi les sections de techniciens supérieurs. Troisième interrogation, au printemps 2010, donc juste avant qu'il passe le diplôme du BTS. Et puis ensuite, donc une interrogation, l'interrogation P4 l'année suivante, donc entre le début d'année 2010 et puis juillet 2011, pour essayer de recueillir en fait leur situation l'année suivant le passage du diplôme. Alors là, on a peu de répondants au questionnaire. Alors cette fois-ci que j'étais obligée d'administrer en ligne, hein, les 3 autres questionnaires ont été administrés en présentiel, c'est-à-dire que je me déplaçais dans les lycées et des heures de cours étaient banalisées pour faire passer des questionnaires sur des temps de classe. Là, c'était plus difficile parce que cette fois-ci, ma population, elle devenait beaucoup plus volatile. Donc 297 répondants effectifs, mais j'ai pu compléter en fait les informations avec les données de l'enquête IVA, Insertion dans la vie active du ministère, et qui m'a permis donc d'avoir des informations nominatives pour un peu moins de 700 étudiants. Donc voilà, qui me permettait de confronter en fait les aspirations avec les réalisations. Ensuite, donc, la thèse s'est terminée. J'ai essayé de réinterroger les étudiants en 2012 avec une petite enquête, surtout à destination des étudiants qui étaient localisés dans des territoires ruraux. Et puis, donc, j'ai repris en 2020 une nouvelle interrogation, donc 10 ans après le diplôme, hein, puisqu'ils ont passé le BTS en 2010, et donc on est 2020, 10 ans après le diplôme. L'idée, c'était eh bien de pouvoir les saisir au moment où ils avaient 30 ans et de pouvoir eh bien, un peu travailler sur leur parcours à la fois scolaire mais aussi professionnel. Donc l'intérêt de l'âge de 30 ans, c'est aussi là de s'inscrire un peu dans les travaux, la filiation des travaux de Baudelot et Establet sur avoir 30 ans en 68 et 98, avec cette idée que cet âge de 30 ans, eh bien, il est un âge intéressant, un bon observatoire pour eh bien, étudier les positionnements des individus une fois que l'âge des classements est passé, c'est-à-dire que les classements à la fois scolaires, mais aussi professionnels et aussi matrimoniaux se sont produits au cours de la vingtaine et que les places sont à peu près stabilisées. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, même si je reviendrai tout à l'heure dessus, on se rend compte que finalement, on a moins un âge peut-être, enfin l'âge des classements n'est pas forcément passé et on a un peu un âge du déclassement, enfin pas du déclassement, mais en tout cas de remise en question de ces classements pour les trentenaires que j'ai étudiés. Donc intérêt de ces publics, encore une fois, et intérêt aussi de cette enquête sur l'insertion professionnelle de ces jeunes. Donc, encore une fois, on a une population étudiante qui est singulière au sein de l'espace de l'enseignement supérieur, avec un certain nombre d'étudiants qui sont d'origine rurale, donc du fait de la localisation de ces établissements. Dans le cadre de mon enquête, j'avais en gros plus de la moitié qui provenaient de petits villages ou de petites communes. On a aussi un public qui est majoritairement d'origine populaire, donc plus de la moitié, qui a des parents ouvriers ou employés. Et puis, les sections de techniciens supérieurs sont aussi les filières qui accueillent le plus de bacheliers non généraux dans leur public. Donc là aussi,
tout l'intérêt, en tout cas, de pouvoir travailler sur ces étudiants et de voir comment, eh bien, ils construisent leur parcours scolaire, puis leur insertion professionnelle et comment ce diplôme du BTS dont la création n'avait rien d'évident, alors j'aurais pas le temps de revenir là-dessus, mais en tout cas poser question, ne serait-ce même qu'en termes d'intitulé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un technicien supérieur et à quoi ça correspond effectivement dans les grilles statutaires, dans les grilles professionnelles. Donc ça, c'était une vraie question au moment de sa création en 1962. Voilà, intérêt en tout cas de porter la focale sur ces processus longs. Intérêt aussi d'avoir à la fois des éléments passés et puis présents, c'est-à-dire éviter d'avoir un regard qui soit strictement rétrospectif et pouvoir justement comparer les éléments qui sont issus des questionnaires que j'ai pu diffuser là en 2020 ou des entretiens que j'ai pu réaliser avec ce que ces mêmes étudiants me disaient 10 ans ou même un peu plus avant. Alors, l'enquête, alors une fois cela dit, l'enquête n'a pas été évidente pour autant. Donc l'année 2020, c'est, l'année du covid, je ne vous, apprends rien. C'était aussi voilà, je me suis dit: «Bon, comme on n'arrive pas à faire de la recherche» et je pense qu'un certain nombre d'entre nous a été dans ce cas-là, on a essayé de trouver des moyens de faire malgré tout de la recherche, avec, les moyens du bord et là, le questionnaire, à distance s'est imposé comme un moyen, possible, pour réinterroger, ces enquêtés, dont j'avais conservé l'adresse mail, depuis, toutes ces années ou parfois le numéro de téléphone. Alors, ce qui n'est pas très, RGPD, on va dire, même si, le fait que la première enquête ait débuté, avant donc, le nouveau règlement, général de protection des données, qu'on soit, sur une autre façon de concevoir les enquêtes et le fait que je n'avais pas indiqué au moment de recueillir l'information des coordonnées personnelles des personnes, de date limite d'utilisation, a permis un petit flou qui m'a autorisé en fait à utiliser ces données personnelles. Donc voilà, donc j'avais 599 adresses mail connues. À force de relance, j'ai réussi à en récupérer 234 questionnaires et que j'ai complété ensuite par les numéros de téléphone, là aussi où j'ai demandé aux étudiants de m'envoyer leur adresse mail. Alors beaucoup ne fonctionnaient plus, hein, que ce soit des adresses mail ou des numéros de téléphone. J'ai parfois inventé des adresses mail aussi en imaginant que tout le monde avait une adresse, Gmail et donc, pour les patronymes, et les prénoms qui étaient les moins classiques, ça a parfois fonctionné. Ça m'a permis par exemple de récupérer 31 questionnaires quand même malgré tout par cette, méthode un peu bricolée et puis aussi, via LinkedIn aussi, j'ai contacté des anciens étudiants et j'ai eu aussi 36 répondants. Donc voilà, très rapidement sur cette enquête, sur le protocole méthodologique qui m'a permis finalement d'obtenir 347 répondants, donc sur 900 au départ. Alors ce qui, est à la fois beaucoup, ça demandait beaucoup de travail et en même temps, toujours un peu décevant bien sûr. Mais bon voilà, ça permet quand même de dire certaines choses et donc avec 318 réponses complètes et 29 réponses, incomplètes. L'intérêt aussi de cette enquête, c'est qu'elle peut être, combinée avec, les enquêtes, génération du CEREC puisqu'on a, eh bien, une enquête génération 2010, donc avec des sortants du système scolaire en 2010 et dont on peut comparer les parcours, hein, au niveau de l'interrogation 3 ans après, 2013, 5 ans après, 2015, mais aussi 7 ans après, 2017. Donc voilà un petit peu pour les considérations, méthodologiques et sur le début en fait, les objectifs de cette enquête. Alors dans le cadre de la présentation là que je vais faire aujourd'hui, je vais plutôt axer mon propos sur 2 éléments, qui me semblent intéressants. Alors, j'irai peut-être, sans doute trop vite, et peut-être que je veux trop en dire, mais, d'abord revenir un petit peu sur la façon dont ces étudiants ont pu appréhender leur parcours scolaire, comment il s'est construit de manière progressive. Donc, je vais vraiment revenir dans un premier temps sur la logique d'orientation et d'études de ces étudiants en lien avec ces formations spécifiques, leur rapport au métier, la façon dont les aspirations ont pu évoluer au cours du temps.
Et puis, dans un deuxième temps, je dirais quelques mots sur leur position professionnelle, donc effective, à 30 ans et la manière dont ils envisagent aussi cette position professionnelle, mais aussi plus largement leur rapport au monde et montrer un petit peu, voilà, essayer de caractériser en quelques mots comment ces trentenaires se positionnent dans l'emploi, quel rapport au travail ils ont de manière plus générale. Alors, première, première partie, donc le sens de la poursuite d'études. Donc là, vraiment intéressant de pouvoir travailler de manière longitudinale, de pouvoir suivre la façon dont ces enquêtés ont construit leurs projets scolaires et professionnels au cours du temps et pas seulement de se limiter à une interrogation a posteriori qui permet justement de mettre en évidence un rapport à la poursuite d'études qui va être pour partie spécifique. Et puis, essayer à la fois de mettre à distance ou de limiter en tout cas l'illusion biographique ou en tout cas de pouvoir aussi la travailler, c'est-à-dire de voir un petit peu quels sont les éléments qui sont oubliés parfois par les enquêtés et qu'est-ce que ça dit aussi de leur rapport aux études. Premièrement, dire d'abord que, ces étudiants, ils ont un rapport à la poursuite d'études que j'ai qualifié de «à rebours». C'est-à-dire que en fait, si effectivement donc, ce sont des bacheliers d'origine populaire qui ont bien intériorisé l'impératif, de certification, l'impératif de poursuite d'études, ils ne vont pas pour autant avoir un rapport à l'orientation scolaire et à l'enseignement supérieur de manière générale qui va correspondre tout à fait aux façons de faire et aux façons de se représenter les choses des classes moyennes et supérieures. Ils vont avoir, eh bien, plutôt un rapport à rebours, donc encore une fois, c'est-à-dire qu'ils vont moins se projeter dans le long terme et vers le futur que plutôt regarder d'où ils viennent pour choisir leur orientation scolaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble intéressant à dire ou à redire. En tout cas, c'est le fait que si ces bacheliers se retrouvent dans des formations professionnalisantes, ce n'est pas parce qu'ils ont forcément une idée très claire de ce qu'ils veulent faire plus tard et encore moins parce qu'ils veulent faire ce que la formation les destine à faire, mais parce que, eh bien, ils se sont retrouvés là, dans la poursuite d'un cursus antérieur. Donc, il y a vraiment une déconnexion entre le fait d'avoir un diplôme et avoir un métier dans les parcours de ces jeunes. Donc là, vraiment, la façon dont ces anciens étudiants ont poursuivi leurs études donne vraiment le sentiment qu'ils n'étaient pas vraiment dans une logique de projection, mais plutôt dans une démarche, encore une fois, de continuité avec le cursus antérieur. Par exemple, et pour donner une indication, hein, on a vraiment le sentiment que l'entrée en BTS va jouer le rôle de prolongation des études secondaires et près des 2 tiers des étudiants, donc en 2008, indiquaient qu'ils avaient vraiment choisi d'entrer en BTS au dernier moment. Donc on n'a pas du tout quelque chose, hein, qui est forcément anticipé ou qui est forcément pensé en lien, encore une fois, avec un projet professionnel, particulier. Là encore, hein, dire effectivement que le fait que, ces classes de BTS soient extrêmement bien répartis sur l'ensemble des territoires et présents dans énormément d'établissements scolaires, fait que beaucoup de ces étudiants, enfin anciens bacheliers, expliquaient que les enseignants les avaient sollicités, étaient venus leur proposer d'entrer en BTS directement avant même que eux-mêmes aient pensé à le faire. Donc on a vraiment hein, l'idée eh bien, de, encore une fois, une poursuite d'études qui se fait de manière cursive et qui n'est pas du tout pensée en vue d'un projet professionnel précis. Donc là encore, hein, déconnexion entre les projets professionnels et puis les études. Beaucoup ont, par exemple, signifié des projets professionnels dans le cadre des premiers questionnaires que j'ai pu administrer en cours de formation, très différents en fait de du secteur professionnel qui était couvert, par l'intitulé du diplôme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vraiment au cours de la formation,
beaucoup d'entre eux étaient dans des projets qui dénotaient complètement avec ce qui était proposé par la formation. Pourtant, il se trouve, et donc là c'est intéressant d'avoir ces 2 moments d'interrogation, 10 ans après le BTS, près des 2 tiers des répondants au questionnaire et qui sont en emploi occupent un poste dans le secteur d'activité du BTS dans lequel ils ou elles sont entrés en septembre 2008. Donc 64,1%. Donc autant pendant la formation, ils avaient des projets professionnels qui étaient très déconnectés du secteur du BTS, autant 10 ans après, eh bien, plus des 2 tiers sont finalement complètement en phase avec le, le secteur professionnel du BTS. Donc, c'est ce que j'explique en disant qu'ils se sont faits à leur destin professionnel. Et là, c'est aussi assez intéressant grâce au protocole méthodologique du suivi de cohorte, c'est vraiment de pouvoir faire le lien et essayer un petit peu de reconstruire ce qui s'est passé entre cette première interrogation et puis cette dernière interrogation, et qui fait effectivement qu'il va y avoir un travail de mise en conformité des aspirations depuis donc l'entrée en section de technicien supérieur jusqu'à la position professionnelle, alors que les enquêtés ont environ 30 ans. Alors, quelques exemples intéressants sur effectivement ces parcours, ou en tout cas ces déconnexions entre des aspirations très différentes et puis des réalisations a posteriori. C'est le cas par exemple de Simon. Donc Simon, il est rentré en BTS conception et industrialisation en microtechnique, donc en 2008. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire lorsqu'il était en terminale. Effet de groupe, il se retrouve dans cette formation. Et ce qui est intéressant, c'est que au cours des 3 questionnaires que j'ai pu lui administrer pendant sa formation en STS, il dit bien qu'il ne veut pas travailler dans ce secteur-là, mais qu'il veut travailler dans le secteur sportif. Il précise bien lors de la 3e interrogation qu'il va opérer un changement à 180 degrés, qu'il va travailler dans la remise en forme, la force et le fitness, et qu'il va essayer d'intégrer le CRESP de Poitiers, donc l'année suivante, donc formation pour les sportifs, et donc vraiment mettre à distance cet intitulé de diplôme, donc conception et industrialisation en microtechnique. Et il se trouve donc que quand je le retrouve en 2020, donc 10 ans plus tard, Simon est responsable qualité dans une grande entreprise de plus de 200 salariés du Maine-et-Loire. Il est en CDI depuis 2015 et il perçoit un salaire mensuel donc de 2 700 €. Et son parcours scolaire et professionnel, qu'on arrive à reconstruire ensemble, est très différent en fait de ce qu'il avait annoncé en 2010. Il a redoublé sa 2e année de section de technicien supérieur après avoir échoué au diplôme, et il a intégré ensuite une licence, puis un master 1 qualité, sécurité et environnement à Bordeaux, puis une école d'ingénieur à Pau, où il a obtenu un master responsable amélioration continue et performance industrielle en 2014 avec les félicitations du jury. Et donc on voit bien, et ensuite il réussit à se faire embaucher directement donc dans l'entreprise dans laquelle il est actuellement. Donc on voit bien là vraiment le décalage entre les projets et puis la réalisation ensuite. Autre exemple, c'est celui d'Anthony, technicien planning chez Alstom, donc au moment où je le rencontre en 2020, qui a arrêté ses études après l'obtention de son BTS conception de produits industriels. Et là, ce n'est pas un questionnaire, mais c'est un entretien. Je discute avec lui par téléphone en 2020, et quand il me retrace ses choix en matière d'orientation, il me dit qu'au départ, il voulait faire médecine et que, pour lui, il n'était pas du tout manuel au départ. Il s'est vraiment orienté par dépit vers un BEP, puis ensuite un bac et un BTS conception de produits industriel, et il dit bien qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire ce qu'il aimait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la psychologie, il voulait faire de la médecine, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand moi je vais fouiller après dans les questionnaires qu'il m'avait complétés donc en 2008 et 2009 et 2010, en fait, il n'a jamais parlé de médecine et il n'a jamais parlé non plus de psychologie. Première année, il ne savait pas ce qu'il voulait faire comme métier, il a écrit je ne sais pas. 2e année, il a indiqué qu'il voulait travailler dans la police, et fin de 2e année, il voulait être policier ou professeur. Et donc à la fin de l'entretien, c'était assez intéressant parce que je lui ai dit: «Ben,
c'est intéressant parce que vous me dites ça et en même temps, vous avez indiqué ça dans vos questionnaires et donc il était lui-même surpris. En fait, il avait aucun souvenir d'avoir indiqué ça. Donc voilà. Donc là, c'est juste en fait quelques exemples, je pourrais les multiplier, mais c'est vraiment intéressant en fait de voir à quel point voilà, toutes les aspirations manquées, toutes les projections qui ont été envisagées parfois de manière très rapide, en fait, disparaissent très vite. Et donc, c'est toujours la difficulté qu'on a quand on travaille sur les aspirations scolaires, sur les choix scolaires, sur les processus d'orientation, d'interroger les étudiants a posteriori, parce qu'on voit qu'en fait, toutes ces scories finalement de l'orientation, elles disparaissent très vite. Et voilà, et même là, entre les 2 interrogations, on peut imaginer qu'il y a d'autres choses qui se sont jouées. Donc voilà, toujours la difficulté en tout cas de savoir ce que l'on mesure en fait réellement là-dedans. Donc voilà, donc intéressant aussi de voir comment, alors là, d'autres cas de figure, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, comment au cours des 3 interrogations qui ont eu cours pendant le BTS, on pouvait voir aussi des étudiants qui se conformaient progressivement à ce qui était attendu d'eux. Donc, ils pouvaient, par exemple, avoir une étudiante de STS assistant manager qui, en première année, déclare qu'elle veut devenir bibliothécaire. Et puis après, finalement, en deuxième année, elle dit, bon, bah, bibliothécaire ou secrétaire. Voilà, comment ils se plient progressivement à ce que le diplôme leur permet, en tout cas, d'espérer. Et puis finalement, elle va se retrouver donc 10 ans après assistante en ressources humaines dans une entreprise. Et de la même manière pour un autre étudiant qui, en STS comptabilité gestion des organisations, voulait être écrivain en début de deuxième année et qui finalement, en fin de deuxième année, eh bien, se partage entre le fait d'être soit écrivain et expert comptable ou écrivain. Et finalement, en 2020, il est comptable dans une association sportive. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant en tout cas, l'enquête a vraiment permis de voir comment, progressivement, alors soit dans le cadre de la formation en BTS, soit après dans le cadre du processus d'insertion professionnelle, finalement, ces étudiants qui sont rentrés en BTS, pas forcément, par, affinité avec les secteurs professionnels ou les métiers qui étaient préparés par leur formation, se sont finalement progressivement ajustés, se sont faits finalement au destin professionnel qui était les leurs. Alors, je poursuis sur, un peu d'éléments, pour caractériser ou pour continuer de caractériser un petit peu cette cohorte. Donc sur, le seuil du BTS, et le fait effectivement que les étudiants, moi, que j'ai pu, suivre, ne se sont pas tous arrêtés au BTS. Certains, se sont arrêtés avant, un certain nombre ont échoué et puis certains se sont arrêtés, après. Donc au sein des étudiants que j'ai pu interroger en 2020, en gros, on a 16,7 qui ont abandonné avant la fin du BTS ou qui n'ont pas obtenu le BTS, près de 50 qui sont sortis du système scolaire à l'issue du BTS et puis 40 un peu plus de 40 qui ont poursuivi leurs études à l'issue du BTS. Ça, c'est des éléments qu'on peut mettre en regard avec les données nationales. Je trouve que là, il y a moi, dans mon échantillon, j'ai, plutôt une sous-représentation de ceux qui ont abandonné et plutôt une surreprésentation de ceux qui ont poursuivi les études à l'issue. Par contre, le, chiffre de 50 d'arrêt au niveau du BTS, ça, c'est quelque chose qui est assez conforme à ce qu'on retrouve dans d'autres enquêtes nationales, mais il y a plutôt plus d'abandon et plutôt moins de poursuites d'études. Donc là, c'est vraiment un biais d'enquête, en fait, lié au fait que, ben, ceux qui ont abandonné avant la fin du BTS, je les ai interrogés moins souvent, même si j'avais prévu un questionnaire pour ceux qui avaient abandonné en cours de première année, mais de fait, ils sont sortis de la cohorte plus rapidement. Et puis, ceux qui ont poursuivi ont aussi parfois plus à cœur de montrer et de donner à voir les parcours qu'ils ont pu faire à l'issue du dit diplôme. Alors là aussi, pour donner quelques éléments de caractérisation, à la fin, ça donne 7,8 de ces enquêtés interrogés qui ont le baccalauréat ou un équivalent comme diplôme le plus élevé, 46,4 qui ont un niveau bac+2, 32,3 qui ont un niveau bac+3 ou bac+4 et 13 qui ont obtenu un master ou équivalent et une enquêtée qui a un niveau doctorat.
quand même, qui a obtenu, donc qui a passé une thèse. Donc voilà, on a une distribution qui est assez, voilà, assez large, de ces parcours. Donc ça aussi, c'est intéressant en fait, dans le cadre de cette enquête, c'est de voir que tous ces étudiants sont passés par un même point, de l'enseignement supérieur à un moment donné, à une même date et finalement ont des trajectoires scolaires qui sont extrêmement variées. Alors là, je caractérise en plus juste les niveaux de diplôme, mais ensuite en termes de type de formation, on a des choses extrêmement, extrêmement larges aussi et c'est des choses qu'on retrouve ensuite sur, les métiers qu'ils occupent où là aussi on a un éventail qui est extrêmement, varié. Dire, ça, c'est aussi alors rappeler, pour caractériser un petit peu toujours ces parcours, dire que, l'origine sociale, elle pèse fortement sur ces parcours, que ceux qui poursuivent le plus, ce sont ceux qui sont, les plus dotés, socialement. Et puis quelques éléments aussi pour finir sur cette partie sur la poursuite d'études, c'est est-ce que, voilà, on s'intéresse au plus haut ou au dernier diplôme? Ce que je trouve intéressant aussi dans le suivi des parcours scolaires, c'est de voir finalement que les parcours scolaires, ils sont pas toujours, ascensionnels et qu'un certain nombre d'étudiants vont atteindre un niveau de diplôme, puis ensuite vont poursuivre dans une formation de niveau inférieur et donc, c'est toujours, toujours intéressant d'essayer d'appréhender, en fait et de caractériser ces parcours qui, sont à la fois non linéaires, mais qui sont aussi, qui montent, qui descendent, qui font parfois du surplace, certificatif. Ça pose aussi des questions en termes méthodologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus pertinent d'interroger dans les enquêtes par questionnaire? Donc c'est une vraie question. C'est-à-dire est-ce qu'il faut interroger le plus haut diplôme possédé par les individus ou est-ce qu'il faut interroger le dernier diplôme possédé par les individus? Donc par exemple, moi j'ai, croisé des étudiants qui avaient un BTS qui ensuite passaient un CAP petite enfance et c'était le CAP petite enfance qui déboucher sur la profession occupée, ensuite ou encore, une autre avec un BTS économie sociale et familiale qui ensuite passe un BP préparatrice en pharmacie. Donc voilà, là aussi je trouve que c'est des, interrogations qui restent ouvertes, mais qui montrent aussi, voilà, ce caractère parfois un peu, ben, un peu hétérodoxe, en tout cas du rapport au parcours scolaire. Autre élément aussi très important, c'est, le fait que, les reprises d'études sont une caractéristique, assez massive, alors assez massive, mais en tout cas assez importante, dans cette cohorte. On a en gros, 1 enquêté, sur 5 qui a repris une formation après une première sortie, du système scolaire. Donc là aussi, ça pose toujours la question, hein, de la manière dont on appréhende les scolarités et puis les parcours professionnels et les parcours d'insertion, où on voit que finalement l'école n'est jamais forcément, tout à fait finie, à la fois objectivement, hein, puisque il y a ce nombre très important de reprises d'études et puis aussi subjectivement. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la moitié des trentenaires, donc de ces anciens étudiants que j'ai interrogés, n'excluent pas de reprendre leurs études ou une formation ultérieurement. Donc là aussi, ça donne à voir un rapport, au parcours scolaire qui est pas, forcément, cloisonné avec d'abord une phase de formation, puis une phase d'insertion professionnelle et puis de carrière, mais des choses qui, vont être beaucoup plus entrecoupées ou en tout cas qui vont, avoir plus voilà, plus de perméabilité, entre les 2. Alors cette caractéristique de l'importance, des reprises d'études, dans, cette cohorte, elle se retrouve aussi, hein, dans les données du CEREQ qui montrent bien l'augmentation, en fait, chez les nouvelles, générations de la reprise d'études, dans les 3 années après la sortie de la formation. Elle s'explique aussi par des difficultés, d'insertion professionnelle, mais pas que, hein, puisque encore une fois, là, lorsqu'on les interroge alors qu'ils ont 30 ans, ils, ont en tête encore, la possibilité de poursuivre leurs études. Alors j'accélère sur la deuxième partie, prendre une place durable sur le marché du travail. Donc je l'ai dit, hein, l'intérêt de, interroger ces anciens étudiants alors qu'ils ont 30 ans, c'est de se dire que, voilà, ils sont à un âge où normalement les jeux sont faits, la formation est terminée, même si on voit que c'est pas tout à fait forcément le cas. Ils ont réussi à s'insérer, ils ont eu 10 ans
plus ou moins pour s'insérer sur le marché du travail. Donc, on peut imaginer que leur place, elle est également faite à ce niveau-là. Et puis, d'un point de vue matrimonial, on peut imaginer aussi que la stabilité est trouvée aussi au moment de l'âge de 30 ans. D'où l'intérêt de les interroger à cet âge-là. Alors, effectivement, hein, alors je mettrai ça après, on a une stabilité, on a une relative stabilité professionnelle hein, qui est constatée par l'interrogation de 2020. 85% des répondants sont en emploi. Voilà, les autres, il y en a 5 qui sont au chômage et puis les autres sont soit en formation, soit en stage, soit en invalidité. Ces parcours d'insertion professionnelle, ils sont marqués quand même par l'importance de l'expérience du chômage. On a un petit tiers qui n'a connu aucune expérience de chômage depuis la sortie de formation, et on a un quart des enquêtés qui occupent le même emploi depuis au moins 8 ans. Donc, on a vraiment une petite fraction qui a été stabilisée extrêmement rapidement. Et puis, on a néanmoins un enquêté sur 10 qui a connu plus d'une année de chômage, hein, toute période cumulée. Et puis, pareil, un répondant sur 10 qui a occupé 7 emplois ou plus depuis la fin des études. Voilà. Dire aussi, un petit tiers des répondants ne sont dans leur poste actuel que depuis moins de 2 ans. Alors là, je vais très, très vite, je suis vraiment désolée, mais c'est aussi intéressant sur cette question d'ancienneté dans l'emploi, on a des différences qui sont assez marquées entre les hommes et les femmes, avec une stabilité qui est plus forte, ou en tout cas une ancienneté qui est plus forte chez les femmes que chez les hommes, alors qui est liée aux spécificités des emplois féminins. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, avec des évolutions, en tout cas des changements de poste qui sont plus difficiles et moins balisés en fait par les diplômes que ce n'est le cas pour les jeunes hommes qui sont issus principalement des sections industrielles de BTS. Donc voilà. Donc, en termes de position professionnelle, puisque une des énigmes, ou en tout cas un des questionnements, c'était aussi de se dire, voilà, à quoi ça mène de faire un BTS et donc qu'est-ce que c'est qu'un technicien supérieur? Dans quel type de profession ça s'incarne? On a en gros hein, près des 2 tiers des répondants qui occupent des postes de profession intermédiaire, donc c'est plutôt cohérent avec les objectifs affichés. On a des différences entre les hommes et les femmes en termes d'accès aux postes de cadre supérieur, hein. Les hommes vont plus facilement y avoir accès que les femmes, là aussi en lien avec des spécificités des secteurs professionnels entre le secteur industriel et le secteur tertiaire. Des différences effectivement en termes aussi d'emploi, enfin voilà, de caractérisation des emplois, puisque effectivement les emplois, masculins sont plus faciles, à coder dans la nomenclature des PCS que les emplois féminins. Et donc par exemple, dans le cadre de cette enquête, et j'ai remarqué, j'étais pas la seule, il y avait d'autres, débats qui avaient pu avoir lieu, notamment Lise Bernard récemment, sur où est-ce qu'on positionne les secrétaires de direction dans la nomenclature des PCS. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec un certain nombre de cas d'assistantes, de secrétaires de direction, d'assistantes de direction, donc issues d'un BTS, qui étaient dans des entreprises de taille différente, qui avaient des salaires différents. Voilà, où est-ce qu'on les positionne entre la catégorie profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises et puis employé administratif d'entreprise. Donc là aussi, ça pose des questions méthodologiques et qui ont des effets ensuite sur ce qu'on mesure, c'est-à-dire est-ce qu'on a plutôt effectivement l'accès aux classes moyennes ou est-ce qu'on est plutôt dans le haut des classes populaires. Voilà, je vais très vite, encore une fois, on pourra revenir dans la discussion après, parce que je vois qu'il ne me reste que 5 minutes. Dire aussi donc que les emplois à durée indéterminée constituent la norme hein, chez ces trentenaires interrogés, avec 73,8% des répondants qui sont en CDI. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant, mais qui, euh, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est plutôt le rapport en fait que ces enquêtés ont au CDI. C'est-à-dire que si on s'en tient strictement aux chiffres ou au taux d'anciens étudiants qui sont actuellement en CDI, on peut
eh bien, conclure en une relative stabilité de la position de ces individus. En revanche, quand on les interroge sur leur rapport au travail, sur leurs perspectives professionnelles, là, les choses sont beaucoup plus compliquées et finalement, cette stabilité, elle paraît relativement instable. Et c'est un des résultats de l'enquête, moi, qui m'a intéressée, c'est le caractère relativement partagé au sein de la cohorte d'un rapport incertain à l'avenir professionnel et ce, quel que soit le type de contrat de travail possédé. Et par exemple, donc, on a plus de la moitié des enquêtés en CDI, alors à la fois en CDI et puis les fonctionnaires, qui estiment possible ou probable de perdre leur emploi dans les 5 prochaines années. Donc voilà, montrant un rapport un peu ambivalent à l'égard de ce contrat. Donc si on a objectivement des positions qui sont stables, on a subjectivement, hein, un sentiment d'instabilité, en tout cas d'incertitude qui est assez développé chez ces enquêtés. Alors, on peut avoir plusieurs types d'éléments d'explication, hein. Ce sont des jeunes qui sont rentrés en STS en 2008, donc au moment de la crise. Leurs parents, un certain nombre de leurs parents ont perdu leur emploi à ce moment-là parce que les entreprises ont fermé. Donc voilà, ça peut nouer effectivement un sentiment d'incertitude, mais voilà, ça c'est aussi d'autres choses, en tout cas, à explorer, à essayer d'expliquer effectivement ce rapport plutôt inquiet, en tout cas, à l'avenir professionnel. Cette incertitude statutaire, elle se renforce aussi, chez certains, d'une assurance financière qui va être également, relative. C'est-à-dire que quand on les interroge sur leur mobilité sociale subjective, eh bien, un certain nombre ont le sentiment de ne pas avoir dépassé le niveau de leurs parents, de ne pas l'impression d'avoir le sentiment, pardon, de mieux vivre que leurs parents au même âge. Voilà, c'est assez partagé. Enfin voilà, c'est assez distribué entre ceux qui trouvent qu'ils vivent mieux, ceux qui trouvent qu'ils vivent moins bien. Mais en tout cas, il y a cette incertitude. Incertitude aussi et pour un grand nombre des enquêtés, alors plus, voilà, je recherchais le nombre, 53,4 des répondants disent rencontrer des difficultés financières régulières. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de leur rapport au monde et de leur style de vie, leur rapport à la propriété, etc. C'est des choses que j'ai pu aussi travailler dans le cadre de l'enquête, hein, mais on a vraiment, en tout cas, une aisance financière qui est fragile. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau quand même euh, d'emploi qui est plutôt positif. Objectivement, ils sont plutôt dans une mobilité sociale par rapport à leurs parents, par rapport aux emplois de leurs parents, mais en termes de niveau de vie ou en tout cas de rapport à ce niveau de vie, hein, ils ont plutôt un rapport assez critique et ils sont quand même relativement inquiets. Alors j'avais mis un tableau, mais qui est extrêmement compliqué, donc on n'aura pas le temps de revenir dessus, mais sur la manière dont ils se projetaient en 2009 et leur situation effective en 2020 et ensuite le sentiment de mieux vivre que leurs parents au même âge. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc je passe dessus parce que je vois qu'il faut que j'accélère. On pourra y revenir si vous voulez. Peut-être juste, dernier élément, et ça me permet de, voilà, de balayer un peu tout ce que je voulais dire, même si encore une fois, j'ai dit très vite. C'est toujours dans le rapport à l'emploi. Donc, je l'ai dit, un certain nombre ont une inquiétude par rapport au fait de conserver leur travail dans les 5 prochaines années. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on les interroge sur la façon, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont exercer le même métier toute leur vie? Et là, on a aussi un nombre important, d'enquêtés qui considèrent que non, ils ne vont pas, occuper le même métier toute leur vie. Cette fois-ci, non pas de manière, hem, inquiète, c'est-à-dire, pas dans le sens où ils auraient peur, de perdre leur emploi, mais un certain nombre précisent ensuite, hein, de manière qualitative que c'est parce qu'ils ne voilà, ils ont fait le tour de leur poste pour certains et qu'ils ont envie, eh bien, d'aller voir autre chose et qu'ils ne se projettent pas dans une carrière, linéaire du début à la fin de leur présence, sur le marché du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant en fait, j'ai trouvé. Et alors pourquoi je parle de la crise de la trentaine? C'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes femmes que j'ai pu rencontrer en fait, ont effectivement, bien,
profiter ou en tout cas utiliser cette année de la vingtaine pour mettre de l'ordre et trouver une place à la fois donc scolairement, avoir un diplôme, professionnellement, avoir un emploi, familialement, avoir trouver un conjoint et faire des enfants. Une fois tout cela établi, une fois la stabilité établie, eh bien, ces jeunes femmes me disent, bah voilà, j'ai fait tout ça. Maintenant, j'ai envie de penser à moi et donc je vais reprendre une autre formation, je vais devenir coiffeuse. Enfin voilà, je remets ça un petit peu. Je veux un reclassement. En tout cas, je remets un peu en question cette stabilité pour faire autre chose. Mais en tout cas, non. J'ai fait du secrétariat pendant 10 ans parce que c'est ce que je devais faire. J'ai fait de la comptabilité pendant 10 ans parce que c'est ce que je devais faire. Maintenant, je veux faire un métier qui me plaît. Et donc, beaucoup sont dans cette, dans 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 cette perspective-là. Alors juste pour nuancer ou pour apporter des éléments, pas parce qu'il y a toujours ce débat, est-ce que les jeunes n'ont pas un rapport au travail qui est le même qu'avant, ils ne veulent pas s'engager de manière durable et cetera. Ce qu'il faut voir aussi, hein, et là j'ai parlé des jeunes femmes, c'est vraiment la spécificité des emplois qu'elles occupent, quand elles sont, assistantes polyvalentes et cetera. C'est qu'elles vont se heurter assez rapidement, en fait, dans les emplois qu'elles occupent à, finalement des limites, statutaires et salariales. Elles n'ont plus de progression, en fait, en termes de carrière. Elles gagnent en productivité, elles demandent à avoir des tâches nouvelles, elles demandent à avoir des responsabilités nouvelles, alors ce que les employeurs leur confient bien volontiers, mais ça ne se traduit pas en fait par un statut supérieur ou par un salaire supérieur. Donc elles sont vite coincées en fait, pas dans leur progression. Et c'est ce qui explique, à mon sens, pour partie, le fait que ben voilà, elles remettent en question leur engagement durable dans ces entreprises dans lesquelles elles ne se voient pas évoluer, non pas parce qu'elles ne veulent pas évoluer, mais parce qu'ils ne leur aient pas laissé les opportunités de le faire. Voilà, je m'arrête là. Je suis désolée encore une fois pour le caractère un peu rapide. Merci beaucoup, Sophie, pour cet exposé très dense, mais aussi très clair. Merci aussi pour avoir respecté le temps quasiment à la minute près. Nous avons, puisque nous avons commencé avec quelques minutes de retard, 40 minutes pour discuter. Donc, la prise de questions est ouverte. J'invite seulement celles et ceux qui ont des questions à se signaler en me faisant soit par le chat, soit en utilisant voilà, ce que vient d'utiliser Christine, c'est-à-dire une petite main levée. Alors, eh Si, ben, j'y vais, oui. Christine, vas-y. Merci, merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation qui m'a replongée effectivement dans la thèse que j'avais lue à l'époque, avec le même intérêt, je dois dire. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment une excellente idée de faire cette analyse, de suivre la cohorte et de voir ce qu'ils étaient devenus. Le fait qu'il y ait tant d'écart entre les aspirations il y a 10 ans et ce qu'ils font ensuite, c'est assez surprenant. Voilà. Mais j'avais plusieurs questions. Une question peut-être un peu méthodologique. Je me demandais si tu avais envisagé de faire une analyse par séquence, tu vois, enfin, en essayant de confronter les trajectoires, en les reconstituant, puisque normalement, si j'ai bien compris, dans le questionnaire, tu as pratiquement tous les éléments pour le faire, en regardant les postes qu'ils ont occupés, les formations qu'ils ont faites. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui était complètement absent dans ta présentation, mais peut-être par manque de temps, c'est la notion de territoire. Parce que si je me souviens bien, dans la thèse, le fait d'être à un endroit et qu'il y a un lycée avec un BTS, et que le lycée n'avait par ailleurs pas nécessairement de formation autre et avait plutôt intérêt à pousser les étudiants, enfin ses élèves plutôt, vers les formations de BTS, ça jouait un rôle assez important. Et donc, je me demandais si le fait d'avoir fait un BTS plutôt à Bressuire qu'à, je ne sais plus quelle était la ville, Barbezieux, il y a Barbezieux, je crois, où il n'y a pas grand-chose, si ça avait une influence sur les trajectoires et s'il y avait des mobilités territoriales de la part des personnes que tu as suivies. Donc, voilà, c'était les questions que j'avais pour l'instant. Sophie.
Alors, je réponds. Effectivement, alors l'analyse de séquence, c'est pas quelque chose que, oui, que j'avais forcément envisagé de faire, mais ça pourrait, ça pourrait être une idée. C'est vrai que j'étais plus sur, voilà, enfin, l'exploitation que j'ai pu en faire pour l'instant était vraiment sur la situation et les configurations en 2020 et pas forcément, voilà. Bon, je sais pas si j'ai assez si j'ai assez d'individus ou pas, enfin, c'est toujours des questions qu'on se pose, mais pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai travaillé plutôt, enfin, pas plutôt terme à terme, en tout cas, plutôt que effectivement sur une évolution. Donc là, à voir, mais c'est une idée. Je le note en tout cas. Et sur la notion de territoire, effectivement, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Effectivement, avec ces circuits courts de formation et d'emploi. Là aussi, je l'ai pas caractérisé spécifiquement, parce que j'avais pu le faire un peu avec l'interrogation de 2012, où là, j'avais eu la chance de pouvoir retrouver vraiment beaucoup d'enquêtés de la classe de Bressuire, par exemple, où on voyait vraiment les petites mobilités. C'était vraiment intéressant parce qu'ils venaient de vraiment pas loin et puis ils allaient vraiment pas loin après. Là, on reste quand même sur, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais sur des déplacements qui sont quand même relativement circonscrits, hein. On n'a pas des grandes mobilités, donc on reste quand même avec des individus qui vont rester à proximité, pour partie à proximité de chez leurs parents aussi, ou justement du fait de cette instabilité financière et puis statutaire, la proximité des parents va permettre justement de compenser en fait voilà, certains manques et d'avoir le sentiment de pouvoir, enfin, assouvir les espérances qu'ils ont pu cultiver au cours de leur parcours, notamment en accédant à la propriété parce que les parents leur donnent un terrain ou une maison, ou parce que justement, celle qui veut devenir coiffeuse parce que ça y est, bon, elle a tout fait ce qu'il fallait, mais c'est son rêve d'enfance, elle va pouvoir s'appuyer sur les parents aussi pour garder les enfants. Donc voilà. Donc ça explique aussi ces mobilités réduites. Mais effectivement, oui, c'est assez important. Et puis avec des trajectoires aussi différentes, là, suivant le milieu social d'origine, où les enfants de cadre vont avoir des déplacements qui vont être beaucoup plus conséquents, certains à l'étranger, etc. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres formations de l'enseignement supérieur, on a plutôt des insertions professionnelles qui sont à proximité. Alors, d'autres questions, demandes d'intervention, de précision? Alors, moi, moi, j'avais trois remarques, mais avant, merci beaucoup pour l'exposé. J'ai trouvé ça, je trouve vraiment que c'est une très, très bonne idée, hein, de reprendre une enquête qui a déjà été faite pour suivre finalement les enquêtés. Et je trouve vraiment que ça donne des résultats qui sont tout à fait riche. Alors, mes trois questions, ce sont essentiellement des questions de curiosité. J'avais la même question que Christine sur les effets du territoire et de la localisation géographique, mais j'en ai trois autres. La première, elle porte sur l'idée finalement que en 10 ans, ces étudiants qui étaient en BTS sont rentrés en conformité avec ce pourquoi ils ont été formés finalement, hein. C'est l'idée que ils se sont conformés à leur formation. Et je me demandais en t'écoutant si, même à la marge, tu avais des exemples de l'inverse, c'est-à-dire de déprise de la conformation professionnelle, c'est-à-dire des gens qui étaient initialement plutôt ajustés, enfin, pour lesquels les aspirations professionnelles correspondaient au diplôme dans lequel ils étaient, et qui, au fil du temps, finalement, ont vu ces aspirations se désajuster et se sont peut-être même lancés dans des recherches d'emploi différentes. En tout cas, voilà. La deuxième question, c'est plus une question de curiosité méthodologique.
qui tient à un exemple que tu as pris, hein, l'exemple de cette enquêtée que tu as eue au téléphone et qui t'a révélé finalement au téléphone des éléments qui n'existaient pas dans son questionnaire. Alors, je trouve ça vraiment intéressant et on peut interroger cela comme tu le fais en essayant de comprendre comment les illusions biographiques se fabriquent. Mais il y a peut-être aussi une question méthodologique derrière. Cette enquêtée, tu l'as eue peut-être en tout cas dans quelque chose qui ressemble à un entretien, même si ça peut-être un peu plus informel qu'un entretien. Mais voilà, ma question, elle porte sur les différences finalement dans la saisie des trajectoires entre questionnaire et entretien. Alors, il ne s'agit pas de te le reprocher, ça aurait été évidemment complètement impossible de mener des entretiens à une si vaste échelle, mais je me suis demandé si tu avais eu l'occasion d'avoir des éléments qui soient plus de l'ordre de l'entretien. Est-ce que ça change éventuellement par rapport à une saisie de trajectoire qui se ferait par questionnaire? Et puis enfin, la dernière question, elle porte sur l'influence des secteurs professionnels eux-mêmes. Effectivement, hein, tu l'as bien rappelé, hein, les BTS, ça couvre des formations qui sont extrêmement larges, qui sont pour certaines tournées vers le tertiaire, d'autres plutôt tournées vers le secondaire. Et je me demandais si ça changeait les choses, finalement. En tout cas, si les secteurs professionnels comptent euh, dans, dans la construction des aspirations et la construction des trajectoires, parce que comme tu le rappelais en conclusion, le plafond de verre ou le plafond professionnel n'est pas forcément situé au même niveau selon les secteurs professionnels considérés. Et ça peut aussi peut-être renvoyer à des différences entre les hommes et les femmes, finalement, dans tes enquêtés. Voilà, mais je le redis, c'était à la fois très riche et très clair et très stimulant. Donc, merci pour tout ça. Merci beaucoup, Jérôme. Alors oui, effectivement, tous ne rentrent pas en conformité avec ce qui est attendu d'eux, en tout cas ce que la formation attend d'eux. Alors là, j'ai plus les exemples en tête et je cherchais rapidement, mais je vais prendre trop de temps pour. C'est vrai que je me suis focalisée sur les tendances générales, mais on a des cas qui sont oui, qui sont, enfin voilà, avec une jeune femme, si par exemple, elle a fait une formation, un BTS travaux publics. En plus, elle a persévéré vraiment dans cette filière-là, en faisant une licence, puis un master. Et puis en fait, après, finalement, elle a complètement changé pour travailler le cuir. Enfin, maintenant, elle travaille le cuir. Enfin voilà, on a vraiment des situations. Alors, c'est toujours difficile parce que autant on est parfois plus à l'aise quand on voit des régularités, autant quand on voit des irrégularités et puis que on a des cas qui paraissent un peu, enfin, comme une autre qui devient tatoueuse, etc. Voilà, c'est difficile de trouver les régularités derrière les irrégularités, parce qu'il doit bien y en avoir et il doit bien y avoir des explications, effectivement. Et c'est vrai que je n'ai pas fait ce travail de me dire, voilà, quel est le profil, en tout cas, comment je peux caractériser ces enquêtés sur lesquels les formations n'ont pas prise. Alors, parce que peut-être, eux, ils ont sans doute des individus qui ont moins de contraintes, enfin, d'autres contraintes, enfin, ils sont peut-être moins obligés voilà, de rentrer dans le rang pour le dire très mal, je sais pas, mais voilà, j'ai pas fait cet effort-là. J'ai un peu, visualisé des cas, mais j'ai pas fait ce travail-là. Effectivement, je trouve que c'est intéressant voilà et c'est aussi très stimulant d'essayer de montrer les régularités, voilà, derrière les irrégularités. Oui, oui, il y en a. Il y en a moins, mais il y en a. Hem, sur effectivement heu la méthodologie et qui est forcément une méthodologie un peu bricolée. Enfin, je dis ça tout le temps, parce que voilà, il y a des matériaux qui sont de nature différente, qui sont recueillis, de façon différente aussi. Hem, donc certains enquêtés, j'ai pu les interroger, par entretien plusieurs fois. Effectivement, sur un nombre aussi important, c'était pas possible et je suis sûre effectivement que ça change des choses et le fait que les premières interrogations, elles aient été faites dans le cadre scolaire aussi, dans des passations qui étaient collectives, c'est sûr que ça a un effet, forcément et puis là, c'est vrai que les entretiens alors
En plus, on était à un moment qui était un peu suspendu pendant le Covid, parce que pour ceux que j'avais par téléphone, c'était parfois parce que c'était des phases de confinement. Donc, ils étaient en télétravail, donc il y avait aussi, enfin voilà, un moment un peu suspendu qui, je pense, jouait aussi sur la manière de se réécrire ou de se redire. Donc voilà, effectivement. Mais bon, on voit par contre, enfin, qu'ils ont vraiment grandi. Enfin, ça, c'est aussi assez. Voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes référentiels entre les deux, mais c'est sûr que la méthodologie, elle joue forcément. Voilà. Et effectivement, enfin, quand je dis ce que je dis, j'ai conscience que voilà, il y a plein de petits biais possibles, effectivement, et il faut être effectivement nuancé, en tout cas dans les interprétations et dans les conclusions. Et sur l'influence des secteurs professionnels, moi, ça, c'est vraiment assez. Enfin, je trouve que c'est assez passionnant parce que ça joue, en fait, ça joue dès la formation. Dès la formation, ça jouait. euh, Bon, les cursus professionnels du secteur industriel sont extrêmement bien balisés, extrêmement bien gradués, sont très progressifs. Donc, on a des étudiants qui ont appris des choses de manière progressive, avec ceux qui sont en BTS venaient du bac pro correspondant, etc. Dans le secteur tertiaire, c'est pas du tout la même chose. Bon, les compétences sont beaucoup moins formalisées. Il y a beaucoup moins de diplômes aussi. Enfin voilà, c'est assistant, etc. Enfin voilà, là où il y a un niveau de finesse et de précision dans le secteur industriel qui est beaucoup plus important. Et donc, dans ces formations tertiaires, où il y a beaucoup d'étudiants en réorientation qui viennent de l'université et puis qui vont dans ces formations, il y a une forme de surplace, en fait, c'est-à-dire que les jeunes femmes qui étaient dans ces formations disent bah, moi je l'ai vu en bac pro, bah, on l'a refait parce qu'il y en a qui venaient d'ailleurs, donc il n'y a pas du tout cette continuité, il n'y a pas du tout cette progressivité qui est celle des secteurs industriels. Donc ça joue, et ça joue ensuite sur le marché du travail. Alors c'est assez intéressant parce que j'ai eu le même discours souvent des enquêtés qui me disaient: «Mais de toute façon, le diplôme, ça sert à rien, enfin, il faut arrêter avec les diplômes». Mais suivant le secteur professionnel dans lesquels ils étaient, on voyait que c'est parce que le diplôme ne jouait pas de la même manière. C'est-à-dire que dans les métiers de l'industriel, il y a une forme de rigidité, en fait, du diplôme. C'est-à-dire que, ces techniciens supérieurs, ils se confrontent au fait qu'ils ne sont pas ingénieurs, et donc il y a vraiment la figure de l'ingénieur qui est très marquée, et ils font parfois un travail d'ingénieur, mais comme ils n'ont pas le diplôme d'ingénieur, bah, ils n'ont pas le salaire qui va avec. Donc ça, c'est compliqué. Et à l'inverse, heu, dans les métiers du tertiaire, les jeunes femmes, elles disent: «Non, mais de toute façon, le diplôme, il sert à rien». Et voilà, parce que certaines n'ont pas le diplôme et sont quand même recrutées. Celles qui ont le diplôme sont recrutées au même statut que celles qui n'ont pas. Enfin voilà, il y a une c'est pas du tout formalisé de la même manière, et c'est vrai qu'il y a une forme un peu voilà, de subsidiarité du diplôme, quoi. Il est là, mais il est plus comme un marqueur finalement enfin, voilà, elles ont bien fait leurs études, elles ont bien eu leur formation, mais finalement ce qu'elles ont appris, en fait, enfin, voilà. Parfois, on a vraiment le sentiment que, je caricature peut-être un peu, mais qu'en gros, bon, les femmes, on leur donne une formation un petit peu généraliste où elles apprennent à faire un petit peu de traitement de texte, un petit peu de et cetera, et puis voilà, mais c'est juste, elles ont les formations de base, et puis le reste, de toute façon, c'est des qualités naturelles, donc c'est pas la peine de les formaliser et de les reconnaître, a fortiori. Donc voilà, je caricature, mais vraiment ça donne ce sentiment-là, et là, j'étais en train justement, parce que je retravaillais un peu l'enquête, de fouiller dans les fiches métiers, du ROM. Et les fiches, et c'est sur les compétences, les déclinaisons en compétences. Alors, on ouvre une fiche de élagueur d'arbres ou de conifères, et donc on a un truc. Donc déjà, on a une fiche pour élagueur de conifères. J'exagère, mais c'est presque ça, avec 1000 compétences. Et puis on va sur un métier très féminin. Voilà, c'est assistante, alors vraiment quelque chose de très large. Et puis il n'y a pas du tout. Alors, il n'y a pas de technique professionnelle, il n'y a pas de. C'est voilà, c'est assez fou quand même, je trouve. Mais c'est passionnant. Et c'est énervant. Alors, on a une question par le chat de Yaoven qui te remercie pour, je vais te la lire, hein, qui te Ah, je la remercie, vois, ouais, j'aime. tu la vois, et donc merci beaucoup pour la présentation.
Donc, une question qui se décline. Donc, est-ce que les trajectoires scolaires et professionnelles post-STS ont été influencées par les conditions de vie des étudiants et étudiantes au moment de leur formation, selon leurs conditions matérielles, selon qu'ils ou elles travaillaient ou non à côté de leurs études, selon leur statut de cohabitation, etc. Alors, j'ai pas ce niveau de précision. Je suis désolée. Enfin, il faudrait que enfin, en tout cas, j'ai pas travaillé à ce niveau-là de précision. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, euh, pas tant les conditions de vie, mais en tout cas, le milieu social d'origine, il est très clivant en fait en termes de parcours scolaire postérieur et sur le fait effectivement que ceux qui arrivent à concrétiser les poursuites d'études, ce sont ceux qui ont le plus de ressources. Donc voilà, donc c'est plutôt les enfants de cadre. Ce que j'ai pas dit au début de la présentation, c'est que pourtant, pendant ces formations, un grand nombre d'enfants des classes populaires a vu ses aspirations augmenter. Donc, ce qui est l'inverse de ce que montraient Brint et Carabel. Justement, c'est assez intéressant. Bon, ça n'a pas du tout marché comme je le pensais, mais c'est ça qui est bien. Et qu'ils ont plutôt, justement, le fait d'être dans des lycées ruraux, ça les a plutôt confortés en fait dans leur statut d'élite étudiante et ça leur a plutôt gonflé les aspirations. Bon, après, dans la réalisation, ça s'est pas du tout actualisé de manière positive parce que voilà, la distance institutionnelle, sociale, etc., avec les poursuites d'études était très marquée. Voilà. Sur ceux qui travaillent à côté de leurs études, il y en a pas beaucoup, enfin, il y en a moins que dans les autres formations de l'enseignement supérieur. On a quand même un temps qui est assez plein. Il y en a quand même, mais j'avoue, là, je suis désolée que j'ai pas trop travaillé ça. Sur le statut de cohabitation, le fait d'être parti de chez les parents, ça augmente, ça a eu tendance à augmenter leurs aspirations. Après, ça s'est pas forcément traduit encore une fois par des poursuites effectives. Mais voilà, ce détachement, il a été plutôt positif en termes, enfin, en tout cas, en termes d'élévation des aspirations. Voilà, je suis désolée, j'ai pas, ouais, j'ai pas travaillé ça de manière approfondie. Alors, d'autres questions ou remarques? Alors, Christine, et moi j'aurais une question aussi encore. Christine. Une Ah, je autre, pense, un autre élément dans le chat. Je ne sais pas si tu veux le prendre maintenant ou… comme tu veux, on peut peut-être prendre ta question et puis on aura D'accord. cette question ensuite. Alors, il ne me semble pas que dans la thèse, il y avait des éléments sur les appartenances politiques ou les préférences politiques ou les positionnements politiques des étudiants en BTS. Mais ce que tu disais à la fin sur comment ils conçoivent leur avenir, le fait qu'ils se sentent finalement… Enfin, qu'ils disent qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir dépassé le niveau de leurs parents au même âge, alors qu'en fait, objectivement, tu disais que c'était pas vrai. Enfin, je me demandais si tu avais des éléments là-dessus. Oui, alors j'avais des éléments dans la thèse, je les ai pas travaillés dans la thèse, mais je les avais interrogés sur leur rapport sur leur rapport à la politique et je crois que je leur avais demandé de se positionner sur une échelle et parfois alors c'était rigolo parce que mais je suis pas sûre, je m'en suis pas servi je pense dans le livre et après et ni dans la thèse je suis pas sûre, enfin dans le questionnaire il y avait ça voilà mais je l'ai pas dans la thèse, voilà c'est ça que je veux dire effectivement. Et parfois ils me mettaient, enfin ils sortaient des cas, c'était aussi assez intéressant, c'est aussi l'intérêt des questionnaires papier parce que bon, bah, quand ça rentre pas on peut écrire à côté, ce qui n'est pas le cas dans les Mm. questionnaires en ligne. Mm. Donc voilà, ça aussi un petit point à noter. Et effectivement, et là je les ai interrogés aussi. Euh, alors je les ai interrogés sur leur rapport. Oui, alors voilà, j'essaie de faire le lien. Mais alors, après, dès qu'on décompose en plein de petites sous-populations, ça donne des choses qui ne sont pas forcément, voilà, qui sont un peu compliquées.
Donc, ce sont des étudiants qui, enfin d'anciens étudiants, pardon, hein, qui ont tendance à voter beaucoup quand même. Enfin, en tout cas, alors surtout les femmes en fait, quand même. Et je les avais interrogés sur, sur un certain nombre d'affirmations sur, est-ce que vous pensez qu'en France on paie trop d'impôts, que les jeunes ne veulent plus travailler, qu'on manque de services publics, et cetera, que les riches gagnent trop d'argent? Et voilà. C'est assez compliqué à analyser parce qu'en fait, et en essayant de faire le lien entre le fait que ceux qui étaient en ascension et puis ceux qui étaient plutôt en déclassement, bon, c'est compliqué à travailler. Ce que j'ai pu identifier quand même comme résultat un peu important, c'est quand même le fait, alors qu'il y a une forme de repli sur soi en fait de ces, de ces jeunes, mais un repli sur soi qui est pas, comment dire? Qui est pas égoïste, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont, considérer pour beaucoup que la politique à une échelle nationale, ça fait rien. Et donc, ils vont avoir plutôt, des pratiques politiques, du quotidien avec, bah, le maire, c'est important, par exemple, ou, je suis pas écolo, mais par contre, j'ai des petites pratiques, à mon niveau de circuit court, et cetera. Et je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, sur les débats qu'il peut y avoir sur, la montée de l'individualisme, sur le repli sur soi des classes populaires. Alors, on n'est plus sur des classes populaires, bien sûr, mais, voilà, sur, le côté un peu, la politique à mon échelle, quoi. C'est comme ça un peu que j'ai travaillé les choses et je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'effectivement, sentiment d'inefficacité, en tout cas, voilà, de la classe politique en général, heu, alors que pourtant ils font des efforts, c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire le sentiment d'avoir fait des efforts un peu, et d'avoir bien respecté le mandat qui était attendu d'eux, et par conséquent, voilà, ils ont tendance à dire: «Bah, maintenant, c'est plutôt dans ma vie quotidienne que mes engagements se font». Ça se fait aussi parfois dans le travail, dans l'emploi, c'est-à-dire, toujours sur cette idée qu'ils ne se voient pas pendant, toute leur vie dans le même emploi. Certains disent, ben, il y en a un par exemple qui est responsable d'une entreprise de béton. Il dit: «Ben, moi j'aimerais une entreprise qui soit plus en cohérence avec mon rapport à la nature, quoi, donc avec des produits un peu plus biosourcés, et cetera». Donc voilà, et c'est pas le seul à dire ça en fait. Ils sont assez nombreux à essayer un peu voilà, de faire un peu mettre des choses un peu en cohérence et puis à penser, voilà, enfin, à penser à eux, mais aussi, enfin, à une qualité de vie, quoi, en fait, on pourrait dire. Mais effectivement, là, je retrouve pas les éléments, sur, c'est plutôt ceux qui, j'ai l'impression que c'est plutôt ceux qui sont en ascension, enfin, ceux qu'on finalement Heu, qui qui ont monté, oui, qui ont le sentiment, voilà, qu'on paye trop d'impôts et qui ont la conviction de devoir toujours payer pour les autres, voilà. Mais alors, ce que je dis, et puis c'est aussi toujours ce positionnement qui est compliqué, enfin voilà, où ils essaient de se démarquer vraiment, le plus, enfin voilà, des classes populaires, enfin des les plus stigmatisées, et cetera, et puis, ont le sentiment qu'ils acceptent pas non plus trop, aux catégories supérieures. Enfin voilà, ils sont dans cet entre-deux un peu qui est parfois un peu malaisant pour eux et qui, voilà, les re pas les rend, enfin en tout cas les sentiments de, voilà, un peu, d'aigreur par rapport à leur position. Voilà, c'est pas très précis. Je suis désolée. Alors, finalement, la question n'en était pas une. C'était une remarque, d'Emmanuel qui te remercie pour, cette, présentation, qui fait écho, visiblement à ses intérêts de recherche. Mais Emmanuel, vient de lever la main. Oui, bonjour. On s'était rencontrés en fait à Nantes. J'étais venue vous voir après votre thèse, puisque j'entreprenais cette étude sur les étudiants en commerce international. Bon, désolé pour la faute, j'ai fait une petite faute d'orthographe, j'étais trop vite. Mais je voulais vous demander sur les origines migratoires éventuellement. Est-ce qu'il y a une influence dans le lieu géographique où vous êtes? Parce que moi, je suis plutôt en train de faire l'étude sur l'Île-de-France. Mmh. Et donc, sur les trajectoires dont vous parliez, il y a aussi ce recul par rapport aux parents
et des déclassements en fait qui viennent d'élèves qui avaient des parents avec une situation relativement élevée dans leur pays d'origine et qui se retrouvent finalement déclassés une fois arrivés en France, et pour qui voilà, la trajectoire est un peu atypique, on va dire, par rapport à des élèves classiques qui seraient français, nés en France. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, puisqu'on n'a pas de quota ou autre, mais je regarde un peu ce qu'avait fait M. Felouzzi à partir des prénoms pour identifier justement ses origines, et puis après, dans les entretiens qualitatifs qu'on peut faire. Alors, moi, j'ai pas ce questionnement-là, parce que c'est vrai que j'en ai très, très peu, en fait. La région Poitou-Charentes, il y a un très faible taux d'immigration. Donc, c'est vrai voilà, c'est vraiment très résiduel, en fait, ces cas de figure-là. Donc, je pense ça va être difficilement comparable, oui, avec ce que vous observez, vous, en Île-de-France. On a une région qui est plutôt homogène aussi. Voilà, où l'Île-de-France, on a des configurations aussi voilà, très contrastées. Donc, oui, mais sûrement, ça joue aussi, ça joue plus fortement. C'est vrai que là, dans le cadre de mes enquêtés, on a plutôt des étudiants dont les familles sont implantées localement depuis longtemps. Alors, avec ce que j'ai dit sur cet épisode de 2008 qui a quand même pas mal affecté les situations professionnelles des parents, avec des entreprises qui ont fermé de manière assez importante, notamment dans les Deux-Sèvres, mais dans la Vienne aussi. Et voilà, mais alors qui doit avoir un effet aussi sur leur rapport à l'emploi, hein, parce qu'effectivement, on comprend que quand on a un père qui a perdu son emploi alors qu'il était en CDI, on imagine effectivement, on a peut-être moins de croyances dans la stabilité du CDI que d'autres. Mais effectivement, non, sur la question, je crois que j'avais compté pareil avec les patronymes ou avec les prénoms, et vraiment, c'est très résiduel. Vraiment très. Non, nous, l'immigration au Poitou-Charentes, c'est plutôt des Anglais, en fait. Mais voilà. D'accord. Donc, pas du tout, ouais, pas comparable malheureusement, mais par contre, intéressant. Oui, je suis intéressée par cette trajectoire des élèves de BTS Commerce International. Alors, je ne sais pas comment ça se positionne en Île-de-France. En Poitou-Charentes, le BTS Commerce International, c'est un peu l'élite des BTS tertiaires. Voilà, c'était quand même. Oui. Alors justement, sur ce côté élite, moi je me rends compte au fil des enquêtes que oui, enfin c'est élitiste, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas forcément un premier choix. Mais par contre, vous voyez la subsidiarité des STS dont vous parlez, en fait, nous, on l'a pas trop au départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même, pour certains, une volonté d'aller dans cette spécialité, puis finalement, c'est après qu'on découvre non, qu'il y a effectivement subsidiarité, que ça mène un peu à beaucoup de destins différents. Mais j'ai plus de trajectoires. Je m'appuie beaucoup sur votre thèse, en fait, par rapport à cette spécialité. Et c'est vrai qu'on retrouve, par rapport à ce que vous dites, hein, au démarrage, sur des projections, des trajectoires, pas de logique de projection. Oui, j'en ai qui n'ont pas de logique de projection. Puis en même temps, on se rend compte qu'il y a un usage qui est vraiment très métissé, hein, du BTS Commerce International, avec certains qui ont quand même une projection, un contournement. Donc, c'est vraiment, moi, votre thèse me sert beaucoup. Et puis justement, là, votre étude sur 10 ans après, comme je suis assez lente dans ma thèse, j'arrive à 10 ans aussi. Donc. Oui, mais c'est vrai. Et sur l'usage métissé, oui, du BTS Commerce International, c'est là aussi, moi, où j'avais le plus, je constatais effectivement le plus d'usages différenciés, parce que c'est là où on avait le plus d'étudiants de classe supérieure qui étaient, voilà, qui anticipaient un parcours déjà de poursuite. C'était dans ces formations-là, plus que dans d'autres, en BTS assistant manager ou assistant de gestion PME, PMI, par exemple. Complètement. Alors, on a une autre question par le chat. Est-ce que les étudiants et étudiantes qui étaient en formation ensemble sont restés en lien avec le temps? Est-ce que des groupes d'amis sont créés et sont maintenus? Est-ce que des relations sociales ont pu jouer sur le choix des parcours, sur des implantations locales, entre guillemets? Alors, j'ai interrogé ça. Je crois que j'avais une question spécifique dans le questionnaire, alors que j'ai plus en tête, mais pas tant que ça.
Je crois, hein. Si je me trompe pas, mais il me semble que c'est pas, j'ai été étonnée, je pensais effectivement, que c'était plus que ça et je crois que, je sais plus comment je l'ai interrogé. Ouais, est-ce que vous voilà, revoyez-vous régulièrement des étudiants qui ont été en BTS, avec vous? Et heu et je crois que c'est, voilà, c'est souvent quelques-uns, mais il y a pas cet effet, promo quoi que je pensais peut-être un peu constater, pas du tout. Et on jouait sur les choix des parcours, pas trop là. Ça va plutôt être le conjoint ou la conjointe, alors qui parfois était, en BTS avec, mais sinon non. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai peut-être une dernière qui rebondit justement sur ce que tu viens d'évoquer, sur la situation matrimoniale, et on pourrait ajouter la parentalité. Je me demandais comment est-ce que, enfin peut-être si d'abord ça jouait dans la manière dont les étudiants, les anciens étudiants, anciennes étudiantes se saisissent de l'emploi, mais aussi y restent, et la manière dont ça joue sur leurs aspirations professionnelles. Est-ce que ça joue? Alors j'ai pas traité les choses comme ça, j'ai plutôt traité les choses un peu, de manière, séparée, enfin plutôt là pour dresser, un tableau de voilà, de l'évolution. Alors là, j'ai pas révisé cette partie-là pour aujourd'hui, parce que comme j'avais dit, j'en partais j'en parlais pas. Alors bon, je dis les choses dans le désordre, mais importance effectivement de l'accès à la propriété. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Alors ça répond pas du tout à ta question. Mais c'est Hem, pas grave. mais voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Après, alors sur la question des enfants, alors je l'ai pas traité en rapport avec l'emploi, enfin, comment dire? Ce que j'ai remarqué, et qui m'a intéressée, c'est que, les jeunes femmes, elles ont fait plus d'études que leurs parents, donc elles ont un peu décalé le calendrier biographique, hein, par rapport, aux générations, précédentes, mais quand même elles ont maintenu, enfin voilà, pas trop loin non plus. C'était un elles sont un peu prises entre, l'injonction à pas faire des enfants trop tôt, mais à pas en faire non plus trop tard. Et un certain nombre m'ont fait part de difficultés justement, pour répondre à cette double injonction et notamment des difficultés à tomber enceinte en fait, enfin, où là moi j'étais assez, voilà, assez, alors c'est pas des thématiques moi que je travaille d'habitude, mais des grosses difficultés, pour tomber enceinte naturellement, accès à la médicalisation, donc une médicalisation, des grossesses assez importante, alors avec les indices, que j'arrive à recueillir. Donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant aussi, alors peut-être parce que je connais moins, mais voilà, ces jeunes femmes, ils pèsent sur elles quand même, des attentes qui sont assez fortes. Enfin, il faut qu'elles travaillent, mais aussi qu'elles aient des enfants pas trop tard, pas trop et pas trop tôt non plus. Et puis après au niveau de l'accompagnement de la scolarité des enfants, elles sont aussi, elles font preuve d'une extrême, bonne volonté scolaire, dans la continuité de leur parcours, et en même temps, elles ont pas les mêmes ressources que les autres. Et certaines sont vraiment en difficulté avec des enfants qui, sont considérés comme, à profil atypique et cetera. Enfin, moi, j'ai le cas de jeunes femmes qui passaient un temps fou à aller chez l'orthophoniste, chez, l'ergothérapeute et cetera. Et à un moment, une, elle me dit: «Mais je vais peut-être arrêter de travailler parce que ça me prend trop de temps, en fait», et voilà, donc ça répond pas vraiment à ta question, mais voilà, ça peut en tout cas venir, mettre en difficulté les projets professionnels. Mais sinon, enfin, ça paraît quand même assez peu négociable, enfin, l'emploi féminin paraît quand même assez peu négociable pour elles, et même avec des enfants et cetera. Même si c'est elles quand même qui s'en occupent plus, et même si, voilà, la charge mentale pèse plus sur elles, et les injonctions aussi, enfin, pèsent aussi plus sur elles. Et alors, on a peut-être le temps pour une dernière micro-question
Si certains participants ou certaines participantes en ont l'envie. Non, ok, bon, très bien. Bah, il est 13h57, donc ça nous permettra de terminer à l'heure. Christine peut peut-être annoncer le prochain séminaire. Je lui passe la parole parce que je n'en ai pas la date. Alors, peut-être 2 informations. D'abord, on va poursuivre le séminaire l'année prochaine. On est en train de constituer le planning des séminaires. On attend d'abord d'avoir notre planning de cours pour l'année prochaine de manière à fixer des dates. Mais dès qu'on a notre planning de cours, on va planifier les séminaires. Mais on sait déjà qu'en septembre, on en aura un le 28 septembre avec Jean-Jacques Degrouf qui devait intervenir l'année dernière en décembre, mais qui n'avait pas pu parce qu'il était souffrant à ce moment-là. Et donc, il nous présentera l'ouvrage, il nous présentera en français l'ouvrage qu'il a consacré au MIT et au développement des relations entre le MIT et le monde économique. Voilà, tout ce qui est valorisation de la recherche et la manière dont ça s'est développé de manière plus ou moins volontaire au MIT. Donc, le 28 septembre à 12h30, c'est un jeudi, mais de toute façon, on enverra les informations par mail d'ici là avec l'ensemble du programme de l'année. Bon, très bien, merci pour cette annonce. Et ben, il me reste à remercier chaleureusement Sophie pour la présentation de son travail, une fois de plus de manière à la fois très dense, mais aussi très claire, ce qui n'est jamais quelque chose qui est aisément, qui est très facile à articuler. Donc, merci pour ça. Et puis, eh bien, Christine et moi vous souhaitons à tous et toutes un très bel été et une bonne coupure estivale. Merci, à septembre. Merci beaucoup pour l'invitation encore et pour les questions. Merci d'avoir accepté cette invitation. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.